On se déplace maintenant dans l'arrondissement sud-ouest où des citoyens sont inquiets de la prolifération de quais privés sur le canal de la Chine. Il y a des élus de Projet Montréal qui ont pris position dans ce dossier et on accueille pour nous en parler Craig Sauvé, qui est conseiller de ville dans le district Saint-Henri, Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles. Monsieur Sauvé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, Projet Montréal s'est immiscé dans la campagne électorale fédérale en interpellant donc les candidats sur le dossier donc de la prolifération de quais privés sur le canal de la Chine. Pouvez-vous nous expliquer un peu qu'est-ce qui a motivé votre intervention dans un premier temps? Donc, on sait dans le sud-ouest, il y a beaucoup de développement qui se passe dernièrement, surtout autour du canal. C'était vraiment quelque chose qui a motivé les pressions pour le marché immobilier. Les gens voyaient ça comme une opportunité de faire des condos et faire beaucoup d'argent avec la construction des condos et les ventes. On a vu qu'il y avait quelques quais privés qui commençaient à s'installer en lien avec des développements autour du canal. Un qui est le dernier, qui nous a interpellé beaucoup, c'était le MIST. C'est l'une des plus grandes installations là. C'est construit sur, si je ne m'abuse, sur la rive sud du canal, Exactement. sur Saint-Patrick, c'est ça? Oui, face à la rue La Prairie. Ils ont construit une quai privée, puis il y a une grosse enseigne là-dessus qui dit privé, puis c'est fermé avec une grosse cage. Et c'est très, très, très visible depuis la piste cyclable. Et est-ce que ce quai-là, par contre, a été autorisé par Post Canada qui gère le canal de la Chine? Oui, en fait, c'est Parc Canada qui gère le canal de la Chine. C'est un lieu historique, donc un lieu fédéral, donc un lieu protégé. Il y a des centaines de millions de dollars qui ont été investis pour rétablir ce lieu historique. Puis c'est vraiment une des bijoux de Montréal. À la navigation, il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Oui, il y a des bateaux de plaisance. Puis aussi investir dans la piste cyclable sur le canal, c'est vraiment le Parc Canada qui le font, les sentiers, les paysages et tout. Donc, quand les citoyens voient qu'il y a des endroits privés sur un lieu historique qui sont censés être publics à 100%, ils ont réagi. Puis on a remarqué que c'était un nouvel phénomène. Il y a encore plus de projets, plus de pression mobilier qui pourrait venir à cet endroit-là. Donc, on voulait savoir c'était quoi la position des candidats fédéraux. Et est-ce que vous avez eu des réponses à oui, vos questions? Oui, le candidat du NPD, Alison Turner, a dit qu'elle allait travailler pour qu'il n'y aurait plus de quais privés à ce sens-là. Le Parti vert aussi a répondu dans le même sens. Les autres candidats, je n'ai pas entendu parler. Mais c'est vraiment un enjeu très important, je pense, parce que, mettons le dernier quai dont je parlais, celui au MIST, c'est dans un endroit très serré, il y a pas beaucoup, très étroit, il n'y a pas beaucoup de place pour les cyclistes ni les piétons à passer. Et c'est quelque chose qui donne l'impression que, est-ce que le canal appartient à nous ou au privé? Ou les gens se sentent moins à l'aise dans ces endroits-là. Et rappelons qu'autour de l'île de Montréal, nous sommes une île, 105 sur 128 kilomètres sont déjà privés. Donc, on a très peu accès aux berges de Montréal. Et même sur le canal, qui est censé être un lieu public et un lieu historique fédéral, on pense que ça devrait être public aussi, surtout dans un endroit où le public investit. Donc, ces ententes vont avec Parc Canada directement avec les développeurs. Ça passe à travers la ville. Donc, dans la ville ne touche pas à ça. On n'a pas le droit de... ni l'arrondissement ni la ville-centre n'ont leur mot à dire là-dessus. Même pas avisé. Okay. Donc, c'est quelque chose. Mais Parc Canada, on a vu l'austérité du gouvernement fédéral a été coupée depuis longtemps. Eux, ils ont des projets, donc ils cherchent le financement. Donc, pour eux, c'est un bon deal de chercher un petit peu de financement pour faire le projet. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont autorisé ces ententes-là. Et est-ce que l'administration Coderre s'est prononcée sur la question? Je n'ai pas entendu un commentaire de leur part. OK. Qu'est-ce que vous proposez pour faciliter l'accès public aux berges du canal de la Chine et aussi aux berges de l'île de Montréal au grand complet? Parce que vous l'avez dit, c'est généralement privé, quoique dans le sud-ouest ou disons dans la Chine, la Salle, Verdun, il y a quand même un bel accès au fleuve. Ailleurs, c'est un peu plus difficile. Qu'est-ce que Projet Montréal propose? Bien, il faut l'investissement. Et c'est clair qu'il y a un beau projet qui pourrait se faire le long de la pointe Saint-Charles. On a toute la pointe qui n'a pas accès à l'eau. Mais on parle de quand même 13 000 personnes qui habitent la pointe, qui aimeraient avoir accès. C'est vraiment une belle vue qu'on peut voir seulement si on prend notre auto sur le 10.
mais il n'y a aucun espace là. Donc, il faut faire un projet, il faut faire une piste cyclable, une promenade pour les piétons aussi. Donc, ça prend de l'investissement, c'est clair. À la Chine, ce qu'ils ont fait depuis longtemps, la Chine, quand c'était une ville, ils achetaient des terrains des propriétaires pour en faire des parcs. Donc, c'est à travers des investissements directs qu'on peut vraiment libérer les berges aux gens. Donc, il faut les projets. Il y avait un projet qui était proposé pour faire une plage à Verdun. Finalement, on voit l'aboutissement de ce projet-là. Donc, c'est une belle initiative. De l'auditorium de Verdun. Effectivement, oui. Donc, ça prend de l'investissement. Et pour le cas du canal de la Chine, il faut que le gouvernement fédéral investisse dans le canal de la Chine. Il y a des bouts de pistes cyclables qui doivent être complétés, des liens importants. Il y a de plus en plus de cyclistes qui l'utilisent depuis son réouverture. Donc, je sais, pour avoir parlé avec Parc Canada il y a 2 ans, eux, ils ont vraiment beaucoup de projets intéressants, mais ça prend du financement, ça prend de l'investissement. Et c'est l'argent qui manque à ce moment-là. Oui, et pour ça, je pense qu'ils sentent la pression pour aller chercher de l'argent privé. Mais, comme j'ai dit, les citoyens l'apprécient très peu, ces genres d'initiatives. D'accord. On va profiter de votre présence sur le plateau pour parler d'un autre dossier dans le sud-ouest, c'est la destruction des vestiges du village des Tanneries. Village des Tanneries, pouvez-vous très rapidement nous expliquer où se situe cet ancien village? Oui, donc c'est à l'extrême ouest de Saint-Henri. Donc là, on trouve l'intersection de Saint-Rémy et Saint-Jacques, près de le méga-hôpital anglophone. C'est des vestiges très importants parce que Saint-Henri s'est développé autour de ces tanneries qui sont établies, on pense, lors de la même période de l'intendant Jean Talon. Là. Donc, on parle de 1670. Là. Oui, puis donc les vestiges qu'on a trouvés là, on savait, les archéologues, des historiens savaient qu'il y avait quelque chose là, mais c'était enfoui, mais ils ne savaient pas exactement qu'est-ce qui était là. Donc, avec la reconstruction de Turcot, il y avait des sommes qui étaient mises à côté par le ministère du Transport pour faire des fouilles archéologiques pour savoir qu'est-ce qui est là. Donc, ils ont fait les fouilles, puis on était tous surpris par la qualité et la immensité, la grandeur de ce qu'on a trouvé là. Donc, on a vraiment trouvé des vestiges, des fondations des anciens canaux là, pour amener l'eau, parce qu'il y avait un ruisseau qui venait de Westmount à l'époque. Est-ce que c'était le ruisseau Saint-Pierre? Ah, OK, le ruisseau Glen. C'est ça, donc il allait venir de Westmount, où il y avait le lac dans le cours Turcot à l'époque. Mais donc, c'était vraiment le cœur, les premiers endroits où les Canadiens, les Français, lors de l'époque de Nouvelle-France, est venu pour s'établir. C'était vraiment, les tanneries, c'était entre la Chine et Ville-Marie. Donc, on s'apprête à célébrer le 375e anniversaire de Montréal. C'est tombé tellement bien. C'est un peu paradoxal à la veille du 375e que de détruire des vestiges comme ceux-là. Exactement. C'est exactement cet paradoxe qu'on a soulevé au conseil municipal. Nous, puis c'était tout le sud-ouest, les 5 conseillers qui ne sont pas forcément du même parti. On était d'accord qu'il fallait faire quelque chose pour sauver cet endroit-là et mettre en valeur ce qu'on pouvait. La ville avait un collecteur d'eau qui voulait passer à travers cet endroit-là en lien avec les travaux de Turcot. Nous avons proposé qu'on prenne notre temps, qu'on trouve une autre solution pour peut-être passer le collecteur autour, trouver une autre manière de mettre en valeur ces endroits. Les archéologues et les historiens à travers le Québec et le Canada ont écrit des lettres demandant au maire Coder et au ministre des Transports du Québec de sauver ces endroits-là parce que c'était le plus important trouvaille depuis 30 ans au Québec en termes archéologiquement. Et donc, les vestiges ont été détruits, ils ont été enfouis. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ils ont été détruits. Donc, on a vu des grands camions qui sont rentrés puis ils ont juste enlevé ce qui est là. Il y a très peu qui reste. Aujourd'hui, je suis passé hier soir, en fait. Puis il y a juste, je vois une fondation qui reste depuis. Mais c'était une mini Pompéi, là. Si on peut imaginer la qualité, le nombre de fondations qu'on avait. Au plus près de chez nous, peut-être comparer ça un peu aux vestiges qu'on trouve dans la crypte sous le musée de Pointe-à-Calière. Exactement. C'est une bonne comparaison. Malheureusement. Triste fin pour ces vestiges du village des Tanneries. Craig Sauvé, conseiller de ville de l'arrondissement Sud-Ouest, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. L'histoire du village des Tanneries remonte à 1670. Il était établi près de ce qui deviendra l'intersection des rues Saint-Jacques et Saint-Rémy. On dénombrera une vingtaine de tanneries au milieu du 19e siècle. C'est en 1875 que le village deviendra officiellement la municipalité de Saint-Henri. La majorité des anciennes tanneries et résidences abandonnées ont été rasées entre 1966 et 1972 pour faire place à l'échangeur Turcot et à l'autoroute Ville-Marie.